Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons de changement de variables avec deux variables indépendantes de loi exponentielle de paramètre 1, donc elles sont très simples. Leur densité, c'est tout simplement, quel que soit t dans R, c'est exponentielle moins t fois une indicatrice que t soit positive, c'est-à-dire que la densité vaut 0 sur tous les négatifs. Et ensuite, on va poser U et V comme étant donc, la somme et la différence de ces deux variables exponentielles. Et on va se poser la question de la loi jointe de UV, des lois marginales de U et V et de l'indépendance de U et V. Voilà, c'est un exercice qui, selon moi, est assez classique, que j'aime bien poser. J'imagine que je ne suis pas la seule. Donc, on y va. Alors, on va appliquer le théorème de changement de variable. Et donc, toute la première partie consiste à vérifier les hypothèses en fait, de ce théorème. Et donc, on commence par poser une fonction phi. Donc là, si vous voulez, nous, on nous donne une fonction qui prend x et y et qui les transforme en u et v. Et nous, en fait, on a besoin de la fonction inverse. En fait, on a besoin de se demander, tiens, mais si j'ai x, comment je peux l'écrire en fonction de u et v, et y, comment je peux l'écrire en fonction de u et v. Donc si vous regardez, puisque u est égal à la somme et v à la différence, c'est facile de vérifier. Donc ça, il y a 1000 manières de le calculer, mais vous avez un système de deux équations à deux inconnues. Vous vous rendez compte assez facilement, en fait, que x peut s'écrire comme u plus v sur 2, enfin s'écrit comme, il n'y a pas d'autre solution, et y comme u moins v sur 2. Voilà, je vous laisse vérifier ça si vous n'en êtes pas encore convaincu. Et du coup, moi, cette fonction, je vais l'appeler phi. Donc c'est une fonction qui prend u et v et qui va les transformer en u plus v sur 2, u moins v sur 2. Donc la tête de la fonction, ça, je l'ai. Alors, à ce moment-là, il faut quand même que je vous prévienne qu'en fonction des cours, des profs, des notations, il arrive que le théorème soit défini avec phi comme ça ou avec phi moins 1 comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, certains d'entre nous vont écrire phi de uv égale et d'autres vont écrire phi moins 1 de uv égale. Et donc, du coup, dans la suite, forcément, c'est adapté. Mais ne vous laissez pas perturber par ça. Peu importe que vous l'appeliez phi ou phi moins 1, parce que de toute façon, l'inverse existe, on va le montrer. Donc, voilà. Donc, moi, je l'appelle phi, mais c'est pas impossible que ça, ce soit phi moins 1 dans d'autres supports. Donc, phi de UV, voilà. Et donc, la question qu'on se pose, c'est phi, quel est son domaine d'arrivée et de départ. Donc, on sait déjà qu'elle transforme UV en XY, parce que ça, finalement, c'est X et Y. Et donc, on sait que phi, elle arrive dans R plus au carré, parce que X est positif et Y est positif. Donc la question qu'on se pose, c'est, ok, mais du coup, U et V, comment ça se passe Où est-ce qu'ils vivent? Alors, U, c'est égal à X plus Y. Donc U, c'est facile, c'est nécessairement quelque chose qui est positif, puisque c'est la somme de deux valeurs positives. Donc U, il n'y a pas vraiment de sujet, il est positif. Nous, ce qu'on sait en fait, on peut le prendre plutôt comme ça, c'est on prend ce truc-là et on dit que nous, on sait que x et y doivent être positifs. Donc on sait que u plus v sur 2 doit être positif et que u moins v sur 2 doit être positif. Ok. Donc ça nous donne de toute façon que u doit être positif. Bon, ça, on aurait pu s'en rendre compte autrement. Et par ailleurs, ça nous donne que, si vous regardez bien, v doit être supérieur à moins u et v doit être inférieur à u. Donc voilà toutes les informations que je tire de ce système. Ce qui me donne comme info que u doit être positif et que, si je simplifie mon truc, et que v en valeur absolue doit être plus petit que u. Donc voilà ce que ça me donne. Donc, une fois que je sais ça, j'ai en fait tout trouvé, j'ai trouvé mon domaine, donc j'ai phi, je le réécris proprement, qui va aller de d dans delta, moi je les appelle comme ça, qui a uv associe donc, on a dit, u plus v sur 2 et u moins v sur 2, que dans la suite, j'appellerai phi 1 de uv et phi 2 de uv, comme ça, quand on en reparlera, on se rappellera. Et par ailleurs, que D est égal à tous les couples UV de R2, tels que U est positif et V en valeur absolue est plus petit que U.
Voilà. Et delta, c'est égal à R plus au carré, comme on a dit tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez déjà fait un sacré boulot, parce qu'en fait, vous avez bien défini votre fonction, qui est la base de toute la suite. Par contre, si vous vous plantez là, normalement, la suite va être un peu compliquée. Maintenant, il faut qu'on montre que cette fonction phi est un C1 difféomorphisme. Donc c'est un peu un mot qui a l'air tordu comme ça, mais c'est pas très compliqué au final à montrer, en tout cas, pour des fonctions en tout cas aussi simples que ça. Un C1 difféomorphisme. Alors, encore une fois, si vous arrivez avec phi-1, c'est pas grave, parce que montrer que phi est un C1 difféomorphisme, c'est exactement la même chose que montrer que phi-1 est un C1 difféomorphisme, parce que vous voulez montrer que votre fonction, elle est bijective. Ok, et ensuite vous voulez montrer... Alors, en fait, vous avez besoin, dès le départ, que votre fonction soit bijective, et ensuite, pour que ce soit un C1 difféomorphisme, il faut que phi soit C1, c'est-à-dire qu'elle soit continue, et que ses dérivées existent, et soient continues aussi. Ok. Et ensuite, il faut montrer que phi-1 est C1 aussi. Donc voilà les trois choses qu'on veut montrer. Et une fois qu'on aura ça, on aura tout ce qu'il faut pour appliquer le théorème de changement de variable, et puis après ça va être juste du calcul. Donc, phi est bijective. Est-ce que c'est le cas? Oui, il n'y a aucun souci sur le fait que phi soit bijective, parce que on a vu que phi de uv c'est égal à u plus v sur 2, u moins v sur 2. Et il existe un unique, donc quel que soit x et y appartenant à delta, il existe bien un unique couple U et V de D, tel que phi de UV soit égal à XY. Ça, c'est la définition de la bijection. Et ce couple, en fait, c'est égal à X plus Y, hop, X moins Y. Hein, donc, on a U et V qui sont écrits comme ça. Voilà, donc du coup, phi de UV est égal à... Voilà, et donc du coup, phi-1 de XY, c'est égal à X plus Y, X moins Y. Donc vous avez défini votre fonction inverse, elle existe. Il y a un unique couple, donc UV de cette forme-là, hein, qui est X plus Y, X moins Y, c'est pas comme si vous en aviez plusieurs possibles. Donc, c'est une bijection. Ça, c'est réglé. Ensuite, est-ce que phi est une fonction continue? Alors, pour qu'elle soit continue, il faut qu'elle soit continue sur ces deux parties, hein, sur ces deux composantes. Donc, il n'y a aucun sujet ici. Phi est totalement continue parce que vous avez des sommes, une somme de fonctions linéaires. Donc, phi est continue, enfin, phi1 et phi2. Alors, phi est continue car... Si vous voulez vraiment bien le rédiger, vous dites phi1 est continu comme somme de fonctions continues, hein, que sont x sur 2 et y sur 2. Et vous pouvez aussi dire que c'est exactement pareil pour phi2. Voilà. Donc du coup, à la fin, vous avez phi qui est continu. Est-ce que phi est dérivable, hein, donc est-ce que ces dérivés existent? Bon, bah, normalement oui. Et comme on est en dimension 2, on ne va pas juste écrire phi', en fait, on va calculer ce qu'on appelle le jacobien de phi. Donc ça s'écrit souvent J de phi, au point U et V. Et en fait, c'est une matrice qui a autant de lignes que vous avez de composantes. Donc ça va être par rapport à phi1 et ça par rapport à phi2. Mais si vous aviez 3 composantes, bon, bah, vous auriez 3 lignes. Hein, vous n'avez pas forcément une matrice qui est carrée ici. Et ici, vous allez faire par rapport à la première variable et ici par rapport à la deuxième. Donc, je l'ai réécrit en dessous. Phi1 de UV, c'est égal à U plus V sur 2. Phi2 de UV, c'est égal à U moins V sur 2. Et donc, ce que je vais faire dans la première case ici, c'est que je vais dériver phi1 par rapport à U. Donc quand je dérive phi1 par rapport à u, ben, v c'est une constante, donc en fait je m'en fiche de v, hein, sa dérivée vaut 0, et donc il me reste 1 demi, hein, la dérivée de u sur 2 en fait.
Quand je dérive phi1 par rapport à V, ce que je vais faire ici dans la deuxième case en haut à droite de ma matrice, je vais dériver par rapport à V et pour les mêmes raisons, U à ce moment-là est une constante, mon résultat est 1,5. Quand vous faites pour phi2, vous obtenez la même chose. Et quand vous dérivez par rapport à V, là vous avez moins 1,5. D'accord? Donc ça c'est votre jacobien. Donc ça c'est bon, ça veut dire que... Donc il se trouve que les dérivés existent, hein, puisqu'on vient de les calculer, on ne les a pas inventés. Donc les dérivés existent et les dérivés sont continus. Donc les dérivés sont continus car les dérivés sont continus, car constante, hein, on ne peut pas faire beaucoup plus continu qu'une constante. Donc c'est bon. Donc là, vous venez de montrer que phi est C1. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est montrer que phi-1 est C1. Donc en fait, on pourrait faire exactement la même chose. C'est-à-dire, on écrit phi-1 et puis on remontre qu'elle est continue et que ses dérivés existent et sont continus. On peut faire ça. Mais on n'a pas besoin de faire ça grâce au théorème des fonctions implicites ou d'inversion locale qui vous explique en fait qu'il suffit que le déterminant du jacobien de phi, donc déterminant du jacobien de phi, que vous calculez donc comme étant le produit en croix là, donc vous avez en fait, ça nous fait quoi? Ça nous fait moins un quart, donc ça fait moins 1,5. Il suffit que ce déterminant soit non nul, peut être négatif s'il veut, il n'y a pas de souci, par contre il faut qu'il soit non nul, et si c'est le cas, alors phi-1 est aussi C1. Voilà. Donc là, vous êtes tranquille parce que vous n'avez pas besoin de tout refaire. Et là, ça y est, on a phi qui est un C1 difféomorphisme. Donc ça y est, phi est un C1 difféomorphisme. Et du coup, on est tranquille. On peut appliquer notre théorème de changement de variable. Alors, le théorème de changement de variable nous dit que f de uv au point petit u petit v, donc quel que soit le u et v dans... Comment j'ai appelé ça? D. FUV de UV, enfin, en fait, vous savez quoi, en fait, on va les mettre dans R2, je mettrai une indicatrice, eh bien, c'est égal à FXY, la densité jointe de X et Y, mais au point du coup, phi de UV. Ça, je vous donne la définition. Ensuite, vous avez la valeur absolue du déterminant du jacobien. Hop. Et ensuite, vous avez une indicatrice que U et V soient dans D. Hop. Et ça va être, du coup, ça va vous donner la densité jointe de U et V. Donc, pour nous, alors, peut-être qu'il faut faire un petit aparté pour se rappeler quelle est la... Je vais le mettre dans une autre couleur, comme ça on ne va pas trop s'embrouiller sur ce qu'on est en train de faire. Donc, FXY de XY, il se trouve que c'est le produit des deux densités parce que X et Y sont indépendants. Donc, c'est l'indépendance qui nous permet d'écrire ça. Et donc, ça, c'est égal à exponentielle moins x, exponentielle moins y, avec l'indicatrice que x soit positif fois l'indicatrice que y soit positif. Voilà. Donc ça, je m'en sers évidemment au-dessus. Donc, je continue, hop, et je dis que la densité jointe de UV, c'est donc égal à fxy au point u plus v sur 2, u moins v sur 2. En fait, tout simplement, vous remplacez x et y par leur valeur en fonction de U et V qu'on a calculé au départ. Le déterminant du jacobien, il valait moins 1,5, donc là on va prendre la valeur absolue de ça, et ensuite on va demander que, vous rappelez de D, donc il faut que U soit positif, et que V, en valeur absolue, soit plus petit que U. Voilà, et donc ça va se simplifier pas mal, parce que quand je vais remplacer ce U, X et Y par U plus V sur 2 moins V sur 2 dans ma densité jointe, ça va bien s'annuler, regardez. Ça fait exponentielle de moins u plus v sur 2, exponentielle de moins u moins v sur 2. Indicatrice que u plus v sur... Bon, on n'a plus besoin des indicatrices, pardon. Je suis en train de réécrire ce que je sais déjà. Fois 1,5 qui est le déterminant du jacobien, fois l'indicatrice de D, qui revient au même que le fait que dire que X doit être positif et Y doit être positif. Hop, ok, bon ça s'annule bien, regardez en fait,
les termes en V vont disparaître de l'exponentielle et en U va juste me rester exponentielle moins U. Donc 1 demi exponentielle moins U. Ensuite, il faut que U soit positif. Il faut que V en valeur absolue soit plus petit que U. Et ça, c'est la densité, mesdames, messieurs, de UV. Voilà, vous avez appliqué le théorème de changement de variable et vous avez votre densité jointe de votre nouveau couple. Maintenant, on peut calculer les densités marginales. En fait, dès maintenant, spoiler, je peux vous dire que les variables ne sont pas indépendantes. Parce que, regardez, le domaine ici est imbriqué, la valeur de U dépend de la valeur de V, c'est fichu, elles ne sont jamais indépendantes. Donc, mais ça, on va le redémontrer autrement. Du coup, ici, je vais calculer les densités marginales. Donc, la densité, par exemple, de U au point petit u, quel que soit U de R, cette densité, c'est égal à l'intégrale sur R de la densité jointe par rapport à l'autre variable qui est V. Donc, on y va, c'est l'intégrale. Là, je vais vraiment réécrire bêtement tout. Hop, exponentielle moins U, indicatrice, U positif, tout ça. Bon, puisqu'on intègre par rapport à V, tout ce qui dépend de U et qui ne dépend pas de V est une constante de ce point de vue-là, donc je peux tout sortir de l'intégrale. Donc là, je vais sortir de l'intégrale tout ce qui ne dépend pas de V. 1 demi, exponentielle moins U, indicatrice que U soit positif. Donc il me reste mon intégrale sur R de ce machin-là. Et donc ce machin-là, cette indicatrice va tout simplement venir se mettre au bord de l'intégrale. Ça me dit que V doit se situer entre moins U et U. Donc c'est exactement ce que j'ai besoin de savoir. Et regardez, j'intègre en fait 1 entre moins U et U. Voilà. Et ça, du coup, je le fais très facilement. Vous intégrez la primitive, c'est évidemment donc V entre U et moins U, ça fait 2U. Qui va s'annuler ici, et il vous reste U exponentielle moins U, indicatrice de U positif. Donc ça, c'est la densité de U. Et ça, si vous voyez le truc, ça en fait, c'est une loi gamma de paramètres de 1. Je vous laisse vérifier ça. Ce qu'on savait déjà, parce qu'on savait déjà qu'en fait, quand on somme des variables exponentielles de même paramètre, on va retrouver une loi gamma avec ici le nombre de variables qu'on a sommées et ici le paramètre en question. Donc c'est pas étonnant de tomber là-dessus, c'est une bonne nouvelle. Loi de V. Donc on y va, même chose. Je vais intégrer sur R cette densité jointe. Mais cette fois-ci, je vais l'intégrer par rapport à U. Donc ici, ça va être compliqué de sortir quoi que ce soit en fait de cette intégrale, si ce n'est la constante. Donc hop. Par contre, les indicatrices qui sont ici, je vais les mettre au bord de l'intégrale. Donc si je les regarde bien, ça me dit que U doit être positif. Ça me dit aussi que U doit être supérieur à la valeur absolue de V. Une de ces deux informations est redondante en fait, parce que si U doit être plus grand qu'une valeur absolue, la valeur absolue, on sait que c'est positif, donc je n'ai même pas besoin en fait de celle-ci. Celle-ci ne me sert à rien. J'ai juste besoin de savoir que U est plus grand qu'une valeur absolue, et donc les bornes de l'intégrale, c'est valeur absolue de V et plus l'infini. Il me reste exponentielle moins U du. Regardez comme ce qui pouvait avoir l'air compliqué est en fait très simple à intégrer. Voilà, je vais intégrer moins exponentielle moins U, c'est la primitive, entre plus l'infini et valeur absolue de V, ce qui me donne à la fin, donc ici ça va faire 0 en plus l'infini, moins, attention, parce que vous avez le moins ici, exponentielle de moins valeur absolue de V. Voilà, et donc ça c'est quel que soit V dans R, je ne l'ai peut-être pas écrit, quel que soit V dans R, f, V, point petit v, c'est égal à ce truc-là qui en fait est une loi de Laplace, ici. Vous avez une loi de Laplace de paramètre 0. Je me dis que je suis en train de réfléchir, mais je la connais plus par cœur, la loi de Laplace, donc elle a potentiellement 2 paramètres, donc je dirais que c'est une loi de Laplace 0,1, c'est-à-dire qu'elle est centrée et réduite, je pense. Voilà, donc ça, c'est fait. Et du coup, est-ce que U et V sont indépendantes ? U et V sont indépendantes si et seulement si leur densité jointe s'écrit comme le produit des densités marginales, et ce, quel que soit U et V
ER. Ce n'est pas le cas. Hein. C'est évident que vous n'avez absolument pas que la densité jointe ici, qui est égale à 1 demi exponentielle moins U positif, fois l'indicatrice que valeur absolue de V soit plus petit que U, n'est absolument pas égale à ce qu'on a vu, c'est-à-dire U exponentielle moins U, indicatrice que U soit positif, fois... Je l'écris en entier pour vraiment qu'on confirme, qu'on soit vraiment bien persuadé que ce n'est pas le cas. Donc là, il n'y a évidemment aucun moyen que ceci soit vrai. Ce qu'on pouvait déjà voir, en fait, dès la fin de la question 1, quand on a récupéré la densité jointe. Voilà, vous avez appliqué le théorème de changement de variable. C'est toujours pareil. Donc à partir du moment où vous avez la bonne fonction, il faut passer du temps pour bien réfléchir au domaine aussi. Franchement, moi personnellement, je pense que la chose la plus difficile ici, en fait, dans cette histoire, parce qu'après c'est vraiment juste on applique. La chose la plus difficile, c'est tout au début, c'est quand on cherche D et delta. Il ne faut pas se tromper. Donc c'est trouver ça. Une fois que vous avez trouvé ça, le reste, finalement, il faut juste dérouler. Voilà, j'espère vous avoir éclairé.